Bien, alors maintenant nous allons passer à la communication de Roger Saboureau. Alors Roger Saboureau, on le connaît, il est dans le monde associatif, il est vice-président du Secours de France, et puis il a tout un passé comme officier en Algérie à l'époque. Donc il va nous parler sa communication, et c'est lui qui a choisi l'intitulé « Entre discipline et rébellion, une armée française déchirée ». Alors c'est vrai qu'il y a eu de nombreux cas de conscience, et on le comprend, dans l'armée française à cette époque. Roger Saboureau, je vous donne la parole. Pour un quart d'heure, 20 minutes, mais je fais confiance à vos qualités de synthèse. C'est 8 ans, c'est long. Sinon, je serais contraint de faire passer le petit papier, veuillez conclure. Alors, l'armée française, dans les feux de la politique algérienne, en fait, l'évolution de la Grande Mette pendant les 8 années du conflit, grande cohésion au début et dissension à l'issue, je ne parle pas ni de rupture, ni de déchirement, encore qu'il y en a eu, bien entendu. Alors, pour traiter ce dossier, n'en déplaise aux historiens, j'ai décidé de le traiter au travers de mon parcours personnel. Pourquoi? Parce que j'ai servi en Algérie pendant 5 ans, de mai 56 à juillet 61, que ensuite j'ai dû passer 6 mois en prison en France en 62 après être rentré, et que tout ça m'a quand même beaucoup concerné. Alors, je vais procéder par ordre chronologique, puisqu'en fait, il s'agit d'une évolution qui s'est faite au cours des années dans cette armée. En 1956, on l'a rappelé tout à l'heure, la France entière est Algérie française, le gouvernement l'est, etc. Le gouvernement appelle les rappelés. Alors c'est quoi les rappelés? Les rappelés, ce sont des garçons qui avaient quitté le service actif depuis 1 an et demi, et qui, parce qu'on manquait d'effectifs devant une rébellion qui se développait, ont dû faire appel à ces gens-là pour les faire revenir. Imaginez en ce moment qu'on fasse appel à des gars dans ces conditions-là, il y aurait 35 révolutions immédiatement. Je pars donc un encadrement de ces rappelés qui sont sans incident. Même le Parti communiste dans cette affaire a une attitude assez équivoque, puisqu'il vient de voter les pouvoirs spéciaux, ça a été dit quelques mois avant. Les pouvoirs spéciaux qui donnent pratiquement tous les pouvoirs à l'armée française, et les communistes l'ont signé. Donc, au moment de l'envoi de ces rappelés en Algérie, qui auraient pu être l'objet de manifestations et de drames, il n'en a rien été. Ça a été un peu bousculé ici ou là, mais pas plus. Ces rappelés, dans ces régiments composés de briques et de brocs, n'avaient pas des missions très précises, étaient sous-encadrés, et dans mon régiment, il y a eu un drame abominable. Ce drame, il s'est produit en septembre 56. Une section de la compagnie s'est rendue, et elle a été assassinée, bien entendu. J'ai retrouvé les morceaux au fond d'un ravito. C'était un spectacle assez épouvantable. Mais personne n'en a parlé, ou pratiquement pas, parce que quelque temps avant, il y a eu cette fameuse embuscade de Palestro, qui effectivement, dont on avait beaucoup parlé, et qui avait mis en danger le gouvernement. Car le gouvernement, lorsqu'il avait envoyé les rappelés en Algérie, il avait envoyé comme de simples opérations de police. C'est tout juste qu'il n'y avait pas un bâton blanc dans le pactage. Et puis là, soudain, on s'aperçoit que c'était une police qui va au combat et qui peut mourir. Voilà. Donc je reste avec eux un certain temps. Je veux dire, ça a été un moment qui n'a pas été très... C'était sans efficacité réelle. Ça occupait le terrain et tout. En 1957, j'arrive à 57, j'arrive chez les parachutistes, où je suis resté ensuite 4 ans. Alors là, on était dans un monde tout à fait différent, à tous égards. Hein? Alors, les types de missions dans ces unités dites de réserve générale, c'était d'affronter en fait les bandes rebelles, dès qu'on pouvait les identifier, et de casser du fer en quelque sorte.
C'est donc une mission très précise de combat. Je découvre en arrivant, petite anecdote, je n'ai pas le temps de la raconter, si je vais me faire discuter par Didier. On fait une opération aéroportée. En Algérie, il y a eu très peu d'opérations aéroportées, puisque très rapidement on a utilisé les hélicoptères, sauf sur des distances très éloignées. Or, les Aurès, puisqu'on était dans les Aurès à ce moment-là, était une région considérée comme acquise à la rébellion complètement. Elle avait toujours été rebelle, d'ailleurs, par tous les temps, contre les Ottomans, etc. Mais là, elle avait choisi la rébellion. Donc, voilà. Donc, c'était une opération importante, dans laquelle j'ai joué un rôle assez amusant. Si vous avez l'occasion, je viens de retrouver le petit article que j'avais commis à l'époque pour un magazine qui s'appelait la Guerre d'Algérie Magazine, qui a disparu, et j'avais fait un saut sur les Aurès. Or, si vous allez sur Internet, vous allez sur Google, vous faites un saut sur les Aurès, et c'est une aventure intéressante. Je vous invite à le faire. Le combat, il continue. Alors, sur le gouvernement, raillerie sur le gouvernement, mais tout le monde est d'Algérie française, ça ne pose pas question, l'affaire est évidente. Alors, quand même, il y a en 1957 cette bataille d'Alger qui provoque des remous en France, puisque les progressistes, entre guillemets, pas forcément les communistes d'ailleurs, lancent une attaque pernicieuse contre la division sœur, la division massue. Alors on y va avec la torture, etc. Ça continue 60 ans après, je me souviens. Le 58, on arrive dans le dur du sujet, on arrive dans le vif du sujet. 58, nous sommes à Soukaras et il y a ce qu'on a appelé la bataille des frontières. La bataille des frontières, elle a consisté pendant 3 mois, de février à mai 58, à bloquer les Katibas qui s'étaient formés en Tunisie. On se rappelle que la Tunisie était indépendante depuis 1956, et donc c'était un endroit qui avait été choisi par l'ALN, l'Armée de Libération Nationale, pour se former, s'équiper, s'armer avec l'armement soviétique, l'armement arabe, etc., etc., et le soutien de nos amis américains, bien entendu. Et donc là, pendant 4 mois, il y a eu vraiment des affrontements très durs, très forts, très longs, jusqu'à une bataille qu'on a appelée la bataille de Soukaras, qui a été un gros affrontement, puisqu'on s'est affronté à plusieurs milliers, et c'était un passage en force qui voulait essayer pendant toute cette période, les passages de Katiba étaient bloqués. Ils ont essayé un passage en force qui n'a pas marché. Ce qui veut dire qu'à la suite de cette période-là, la frontière a été étanche, ce qui n'a pas permis à l'ALN d'approvisionner les Katibas de l'intérieur. C'était donc une victoire très importante et stratégiquement parlant, porteur d'espoir. Le 13 mai, nous apprenons la révolte, l'affaire d'Alger. Mais on trouve ça formidable. De Gaulle, très bien, car De Gaulle, pour ma génération, notre génération, et même les plus âgés, c'est un grand chef. Alors, les grands anciens, sont plus dubitatifs, mais ils n'en parlent pas. Donc, quand De Gaulle arrive en 58, immédiatement, on se dit, on va être commandé, l'Algérie est sauvée, on va être commandé, c'est un chef militaire, il sait de quoi il parle. D'autant que, alors voilà, et même à ce moment-là, comme il y a quelques hésitations pour l'accepter, la chambre, là, il y a une opération de parachutage qui est prévue, on a appelé après coup l'opération Résurrection, et nous sommes tous fanates pour sauter sur la France, pour apprendre aux députés comment se comporter. Opération Résurrection. Elle ne s'est pas faite, ça n'a pas été nécessaire. Bien, 58, qu'est-ce qui se passe? C'est très important, bien entendu. À Soukaras, je me souviens, dans les rues, il y a l'Allégresse, une petite ville européenne, mais il y a une musulmane très importante. Et je me souviens le spectacle étonnant de petites dames musulmanes qui avaient enlevé leur haïk, dans la joie, dans le bonheur.
Et les gars n'étaient pas contents du tout, mais pas contents du tout, du tout, du tout. Alors, De Gaulle. De Gaulle, il tient des propos qui l'engagent et qui nous engagent tous. Il y a des Français à part entière, il y a ici des Français à part entière, etc. Et bien évidemment, le premier scrutin qui arrive en septembre, c'est un raz-de-marée. Il se trouve que dans nos unités, on a des bureaux de vote indépendants. Je crois que chez moi, il n'y a pas manqué. Chez nous, au 9e régiment de chasseurs parachutistes, je ne suis pas sûr qu'il ait manqué une voix. C'est à ce niveau-là. Et c'était vrai dans toutes les unités. Donc le sentiment Algérie française était encore reboosté, si j'ose dire. En 1959, j'arrive à 59, nous sommes dans les opérations du plan Chal, qui sont des opérations, je ne m'étends pas là-dessus, qui occupent pratiquement toute l'année 59. Quant à moi, je suis officier de renseignement et je rencontre beaucoup de camarades, beaucoup d'unités, d'autres, etc. Il y a quelques soupçons, il y a eu ici ou là des actions de De Gaulle, et en particulier lorsqu'il a dissous les comités de salut public, qui ont interpellé. Pourquoi il fait ça? Mais enfin, la confiance continue à régner jusqu'en septembre 59. En septembre 59, quand De Gaulle sort ces trois hypothèses, dont celle de l'autodétermination, il y a deux façons de le lire. Soit il est en train de tourner Kazakh, soit il est en train de faire des concessions nécessaires, parce qu'à l'ONU, on a tout le monde contre nous. On a évidemment les soviétiques, on a les arabes, on a les États-Unis, on a tout le monde contre nous. Et donc, on peut aussi imaginer que De Gaulle ait voulu faire des concessions pour passer, je dirais. Mais quand même, les soupçons deviennent un peu plus précis. 1960, nous sommes toujours en petite Kabylie. Je commande ma compagnie par intérim. Et le 24 janvier au soir, par les transistors, nous apprenons la révolte, la fusillade dans Alger avec la mort des gendarmes et des pieds noirs. Et on me donne l'ordre d'être immédiatement à Alger dans le matin. Nous partons donc sur Alger où nous arrivons le 25 matin. La ville est évidemment en ébullition pour ceux qui ont été là-bas à ce moment-là. C'est une ville qui est chaude déjà par d'habitude Alger, mais ce 25 janvier, les barricades sont créées. On est dans les rues, on rencontre la population pied noir. On ne connaissait pas beaucoup. Dans nos régions du Constantinois, on était un peu perdus. Là, on rencontre enfin des gens, des pieds noirs, on rencontre nos camarades du premier REP qui sont beaucoup plus en avance sur nous dans l'analyse politique. Et on commence à comprendre et on commence à imaginer la duplicité de De Gaulle. Et cette duplicité, je dirais que nous allons la rencontrer de plus en plus tout au cours de l'année 60. Et la montée en puissance d'un sentiment anti-gaulliste qui est vraiment très fort et qui se transforme, je veux dire, en haine, en mépris. Alors, en haine et en mépris, c'est fort. Pourquoi? Parce que c'est un képi. C'est un homme qui est un képi, c'est un général. Il a tenu des propos, il nous a menti. Et on s'est engagé parce qu'il nous a demandé d'y aller. Et tout ça est insupportable. Donc, le sentiment anti-gaulliste dans les unités de réserve générale, je précise, c'est-à-dire celles de la 10e et de la 25e DP, sont très forts. Dans ces unités, il y a des parachutistes, les gens étrangères, etc. Alors, évidemment, on m'a dit, mais De Gaulle, alors il y en a qui essaient de défendre la cause. Mais De Gaulle ne pouvait pas faire autrement, il fallait bien que, etc. J'y reviendrai à la fin. Est-ce qu'il y avait un autre moyen d'arriver au pouvoir en ne racontant pas de coups comme il l'a fait? Je ne suis pas sûr que c'était possible.
Ailleurs, en dehors de ces unités de réserve générale, quel est le sentiment? Je pense qu'il est très proche du nôtre, mais moins vif. J'y viendrai les raisons pour lesquelles, j'y viendrai tout à l'heure pour quelles raisons. En décembre 60, il y a des manifestations dans Alger, De Gaulle vient à Alger, il y a des manifestations pour FLN colossales, avec les drapeaux faits, les drapeaux qui sont vraiment très... C'est un tournant. Hein. Déjà, dans les unités très engagées plus que la nôtre, entre-temps, nous sommes mutés en remplacement d'un régiment de la division d'Alger, qui est soi-disant considéré comme un peu factieux. Nous qui venons de la campagne, ou du Djebel, on est moins engagés, disons, et donc on arrive à la 10e DP, et on s'installe à Alger, très précisément à Intaya, Cap Matifou, pour ceux qui connaissent, tout près d'Alger. Où là, on a notre base arrière. À ce moment-là, déjà, au premier rep, et dans quelques unités, il commence à y avoir des remous. De Gaulle vient de déserter déjà. Sergent se bouge beaucoup. Le père de la rue, lorsqu'il enterre quelques-uns de ses légionnaires, il tient des propos. On se demande pourquoi on se bat. On se bat pour qu'on meure. Enfin, il y a des propos très vifs. Donc ça commence à bouger fortement. Le capitaine Souette, mon camarade Souette des commandos de l'air, décide en début février 61, avant le putsch, de monter un maquis, et bien avant celui de Warsanis, un an après. Il essaie de m'y embarquer, je trouve que c'est un peu prématuré, et que c'est pas très sérieux, ce qui se confirme puisqu'ils sont arrêtés 24 heures ou 48 heures après. Ils avaient emmené un homme politique qui a fait une crise cardiaque en plus, donc ça a rendu l'affaire, ça a fait terminer cette affaire. Alors, comment se fait-il que le putsch qui arrive ait été un échec aussi fort, aussi patent? Il y a des tas de raisons. Elles sont innombrables, on les connaît. D'abord, ces unités de réserve générale, elles se cooptaient entre eux, on se parlait beaucoup entre nous, on n'écoutait peut-être pas assez les autres. Et d'autre part, elle a été, cette opération de putsch, absolument pas préparée, ou très mal préparée. Il faut dire que si elle avait été préparée de trop près, elle n'aurait pas eu lieu. Évident. Mais pour citer l'impréparation de cette opération, une anecdote, le 20 avril au soir, on avait une villa superbe qui donnait à Alger-Plage, qui donnait sur la mer. J'allais beaucoup à Zeralda voir mes copains du premier rep, et comme j'allais souvent chez eux, un jour où leur régiment était à Zeralda, j'invite mes copains, lieutenants et capitaines, à venir faire la fête à Alger-Plage, enfin à Cap Matifou. Et une vingtaine de lieutenants et de capitaines du premier rep, le 20 avril au soir, viennent faire la fête, on ramasse des filles dans l'Alger superbe, les hôtesses de l'air d'Air Algérie, etc. On pointe bon coup, on danse, on flirte, on est jeunes hommes, quoi. Hein. Ils partent à la nuit très tombée, le couvre-feu ne les concernait pas. J'ai même un camarade, commandant de compagnie, la 2e compagnie, qui avait bu un coup de trop, qui n'est parti que le lendemain matin. Ce sont ces garçons-là qui ont pris Alger le soir même. C'est quand même étonnant. Mais ils ignorent, donc, parce qu'ils en ignoraient tout, y compris les prémices, rien. Donc tout ça était condamné à capoter. D'autre part, évidemment, l'adhésion d'unité a été très insuffisante. Les contacts avaient été pris, n'avaient pas ratissé suffisamment large. Et puis, il y a eu aussi des dérobades. Des gens qui avaient dit oui, je veux bien, à Châles ou à Salan, ou à Zeller plutôt, qui faisaient un peu la retape, et puis qui se sont dérobés. C'est le cas du général Gouraud, quand on avait le corps d'armée de Constantine, c'est le cas du général de Pouilly, quand on avait le corps d'armée d'Oran, c'est pas n'importe quoi. Donc ça s'est effondré très vite. Pour ma part,
j'ai participé à ce putsch en envoyant 2 sections sur Alger, puisqu'entre-temps, j'avais été remisé en base arrière, je commandais la base arrière du régiment, et je n'avais pas d'effectifs sous la main, bien sûr. J'ai rameuté des administratifs, des infirmiers, etc. Et on a mis 2 petites sections, à disposition du putsch à Alger. Le 23 matin, qu'est-ce que je vois passer au-dessus de chez nous? Tous les avions de la base aérienne de Tel Herba. Tous les avions qui auraient pu nous permettre de sauter pour sauver les meubles en métropole. C'est-à-dire que l'armée de l'air nous avait lâchés le 23 matin. Tous les Nord 2000 qui normalement pouvaient être susceptibles de nous parachuter étaient en fuite. En plus, en dehors des unités dites de réserve générale, quelques petites unités avaient aussi décidé de se rejoindre. Mais pourquoi faire? Alors il y a eu 2 bons régiments qui ont fait commandés par des chefs magnifiques. C'est le 14e et le 18e RCP, des colonels Lecomte et Masselot qui était pied noir, qui ont été au bout de leur mission. Mais bon, premier rep, bien entendu, les commandos de l'air, les groupements de commandos parachutistes. Mais il y a eu aussi des défections curieuses. La maison de mer de la Légion étrangère a fait défection. Le 3e RPIMA, le régiment de Bijar, l'ancien régiment de Bijar, a fait défection. Donc, c'était donc une affaire qui n'a pas marché du tout, qui a capoté très vite. Et puis, ce que nous avons remarqué, y compris dans mon régiment, c'est que s'étaient implantés des comités de soldats. Des comités de soldats, évidemment, qui avaient vocation à faire capoter des opérations de ce genre. Gauchistes, communo-gauchistes, enfin, bon, tout ce qu'on peut imaginer de ce genre. Il se trouve en plus que la radio, les médias étaient entre les mains complètement des gaullistes, et donc la guerre d'Algérie avait pris une autre allure dans l'opinion. En France, j'étais un héros. Quand je suis venu en permission une fois auparavant, on m'avait dit, on m'a mis dans le journal, j'étais le héros du coin. L'année suivante, mais mon petit gars, qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est ça aussi. Donc, comité de soldats, dérobade, l'affaire était clouée. En 61, la majorité des cadres partagent en 61, donc à ce moment-là, pendant le putsch, la majorité des cadres partagent les opinions des putschistes, mais restent réservés tant sur son impréparation que sur son caractère insurrectionnel. Il y a des colonels qui partent en permission, quand ils apprennent qu'il va y avoir quelque chose, ils se mettent en permission. C'est d'ailleurs le cas du colonel commandant le premier rep, qui est remplacé au pied levé par son adjoint, le commandant de Saint-Marc, que nous connaissons tous, et que nous admirons et aimons. Alors, pourquoi y a-t-il eu l'explication sur les raisons qui ont entraîné cette coupure au sein de l'armée? C'est-à-dire, ceux qui ont vraiment suivi sont allés jusqu'au bout, et ceux qui sont en réserve, ou qui au contraire n'ont pas donné suite. Alors je crois que ça tient à plusieurs choses. D'abord, il y a l'explication, ça tient sur il y a évidemment le jeu des ambitions. Le jeu des ambitions, quand les gens voient que le vent tourne du bon côté, il faut être de ce côté-là pour pouvoir passer général. Donc ça a beaucoup compté, bien entendu. Il y a aussi évidemment des hostilités à tout ce que nous représentions. La jalousie, les paras, ils en font trop. Et puis il y avait aussi véritablement des officiers supérieurs, généraux, qui étaient gaullistes, c'est comme ça, qui étaient gaullistes confirmés. Soit parce qu'ils l'étaient depuis longtemps, soit parce qu'ils avaient trouvé que l'affaire d'Algérie était clouée, qu'il avait raison de la traiter comme ça.
Par contre, dans les unités, pourquoi certaines unités ont-elles pris le parti du putsch? Pourquoi d'autres non? Alors il y a plusieurs raisons. Il y a, je répète, le chef de corps qui décide parce que c'est son intérêt ou son ambition, mais il y a aussi la nature des missions qu'on mène. Il est clair que quand on est en réserve générale, on est sur le terrain, on se bat durement, on en bave, on a les tués pas mal, j'ai eu 220 tués à mon régiment quand même. Mais on a notre béret. D'abord, dans les unités de réserve générale, on est, pour les parachutistes, on est volontaire. Donc ça veut dire qu'au départ déjà, on a cette volonté, on est volontaire. On est sportif, on se bat, on est décoré, on est ovationné sur les Champs-Élysées, les filles adorent nos bérets rouges ou verts, et donc on est des beaux soldats. A contrario, dans les unités dites de secteur, qui mènent une vie difficile parce qu'ils sont un peu isolés, seuls, etc., ils sont moins décorés, ils sont moins ovationnés, leur béret ou leur calot plaisent beaucoup moins. Je pense qu'il y a ce type de raisonnement aussi, de raison. Ils sont moins de décoration, ils sont un peu agacés par le mythe para, qui les agace un peu, ce que je peux comprendre. Et puis, ils sont un peu sous-encadrés, il y a l'influence des médias, et je répète également, il y a ces comités de soldats qui s'installent, ces comités comités de soldats qui s'installent dans les unités, et bien entendu, beaucoup plus dans ces unités de secteur, qui sont plus fragiles à ce point de vue-là, que dans les unités de réserve générale. Je ne parle pas des services qui, bien évidemment, ne sont pas engagés dans cette affaire. Il faut dire que les services, ils ont tous les inconvénients d'un job sans les avantages. Quand vous êtes en train de faire le dressage d'un avion à ma Maison Blanche ou à Tellerma, c'est pas très excitant. Et puis il y a la lassitude, le culte de l'acquis, enfin tout ça joue, bien entendu. Alors en ce qui concerne les camarades officiers, puisque c'est ça les camarades, disons, pas seulement officiers d'ailleurs, puisque ça concerne tout le monde, il y a, je crois, pas de véritable rupture, mais je vais y venir. Il y a, je le répète, des différences de comportement, les différentes attitudes, les différences de position, les différences de mission. Et ça, c'est important. En réalité, beaucoup d'officiers sont pour une solution pro-française en Algérie, même en 1961 encore, je crois. Une majorité. Mais je pense que dès que l'année 61 se déroule, ils estiment la cause perdue. Alors, ça entraîne évidemment des différences de comportement, mais je ne peux pas dire qu'il y ait véritablement de déchirure à ce niveau-là. Alors, 62 par contre, il y a l'OAS. Dans l'armée, l'OAS, elle est importante. Je dirais que la structure de l'OAS, c'est les militaires. Je cite des noms au hasard: Godard, Baudray, Garde, Ardoux, Branca, Montagnon, Prom, Dassigny, Curé-de-Chef, Bel, Sergent, et bien entendu De Guel. Et Le Pivin, dont ça rappelle peut-être, pour ceux qui s'en rappellent, le capitaine Le Pivin, fusillé par un gendarme mobile dans Alger. Pas le pote De Guel qui est décédé, fusillé peu de temps après. Alors, il y a peu, disons, qui ont déserté réellement, car déserter dans l'armée, c'est vraiment quelque chose de très lourd, de très grave. On fusillait autrefois un déserteur. Je vais conclure. Alors, je vais conclure, voilà, je coupe un peu, d'accord. Mais
Il y a une dernière tentative dans Loire-Senis, montée par Montagnan, qui est une tentative manquée dans Loire-Senis, qui sonne en fait la fin de l'affaire. Par contre, il se trouve que lorsque en 61, je me trouve, pour justement conclure sur le fait que, en 1961, je me trouve affecté, muté hors TAP, c'est-à-dire viré des parachutistes, et muté en métropole, je suis au 27e bataillon de chasseurs alpins à Annecy. Et il se trouve que De Gaulle vient à Strasbourg, organise un grand rassemblement de tous les officiers, de toutes les unités. C'est-à-dire qu'il y a un rassemblement organisé le 23 novembre 1961 à Strasbourg, place Kléber. C'est une immense place. Et là, on a rassemblé de toutes les unités et de tous les services de l'armée, de toutes les armes de l'armée française, 2 ou 3 représentants pour écouter la parole du grand chef. Et il se trouve que je suis désigné, alors qu'on connaît mes sentiments qui ne sont pas farouchement gaullistes, alors que je suis désigné pour faire partie des 2 du bataillon qui vont écouter la parole du grand homme. Et que se passe-t-il? Nous sommes 3000, pas mal, tout galon confondu, tout... bon. Et puis De Gaulle commence son discours. Brillant d'ailleurs, je l'ai retrouvé extrêmement brillant, car ça, il était bon pour ça. Et il raconte en 2 mots que le Sud, enfin je fais court, il faut que je fasse court, le Sud, on arrête le Sud, maintenant c'est Cap à l'Est, c'est la ligne bleue des Vosges, en gros. Et puis quand il termine son discours, qui est long, il se met à chanter la Marseillaise, comme il en a l'habitude, et où d'habitude tout le monde le suit. Et là, personne ne le suit. Personne ne chante avec lui. 3 ou 4, 5 ou 6 qui s'arrêtent immédiatement, nous les regardent courroucer les camarades. Personne ne le suit. Il chante sa Marseillaise tout seul. Eh bien, je vais vous dire, à travers ce moment-là, je me suis rendu compte que l'armée était restée dans l'hostilité à De Gaulle, majoritairement, et que tout ce qu'on a pu dire sur les déchirures, elles n'ont concerné que des franges des gens de l'Ouest d'une part et les gaullistes de l'autre. Ils n'étaient pas très nombreux. La majeure partie de l'armée française est restée attachée et il n'y a pas eu véritablement de fracture. Je ne le crois pas. Voilà. Merci beaucoup, cher Roger Sapoureau, pour nous avoir décrit de l'intérieur un petit peu l'armée française à cette époque-là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'états d'âme, il y a eu des démissions, et puis il y a eu des parcours, le vôtre également. Vous avez pris un peu comme capitaine sergent votre peau au bout de vos idées, et puis vous avez eu beaucoup de raisons de citer Élie de Saint-Marc, qui a eu un parcours tout à fait honorable, et heureusement qu'il y a eu, un petit peu comme le général Meyer, la République l'a reconnu un peu tard, mais l'a reconnu quand même. Merci beaucoup.